Et si aujourd'hui on vous réserve un mercredi agréable, dans tous les cas on n'a pas le choix, on est bien là pour vous faire plaisir sur RTI1, la chaîne qui rassemble avec Matin Bonheur. Et oui, ce sera notre programme à vous proposer aujourd'hui, un bon petit moment et ce jusqu'à 8h00. On espère que déjà vous êtes bien installés devant votre poste téléviseur et vous suivez Matin Bonheur. Bonjour Alix. Bonjour Thierry, bonjour chers téléspectateurs. Alice, pour un bon matin, une ivresse en tout cas pour vous satisfaire encore en ce mercredi où nous avons toujours un programme très alléchant à cœur de vous informer sur divers sujets et de vous transporter et vous faire voyager dans plusieurs univers. En début, vous aurez bien sûr la couleur du temps, puis après Régis Kofi qui sera là avec son gilet, on l'espère, parce que ça devient un gilet signature maintenant. Et après, on aura une dose de sport. Aujourd'hui, mercredi, ce sera le coach Diabaté et sa ribambelle de gamin. Et oui, avec la course de la balle de tennis au bâton. Vous allez savoir ce que c'est tout à l'heure. Dans cette émission, on aura aussi bien sûr à vous proposer Influent, car nous sommes mercredi aujourd'hui. Et c'est une dame qui est à l'honneur. Avec elle, on parlera de comment travailler avec le cœur. Sans oublier que nous allons vous offrir aussi les différentes une routine matinale pour aujourd'hui aussi. Comment savoir, comment bien se réveiller le matin, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles sont les habitudes, les bonnes habitudes et les bonnes attitudes à avoir. Sans oublier qu'aujourd'hui, l'invité Actu nous parlera de freiner le gaspillage alimentaire. Et oui, nous avons souvent des comportements pas bien chez nous à la maison. On se permet de jeter de la nourriture comme on veut, on se permet de faire ce qu'on veut avec la bouffe et tout. Vous allez savoir aujourd'hui comment freiner le gaspillage alimentaire. Très important et ce ne sera pas tout. On en aura encore plusieurs autres échanges dans la case coaching. Et pour terminer, ce sera la famille qui sera à l'honneur. Allez, on part maintenant pour la couleur du temps et puis on vous retrouve. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, on aura de faibles averses de pluie sur le littoral qui feront vite place à un temps progressivement ensoleillé. Ailleurs dans le pays, on observera un temps partiellement nuageux et dominé par le soleil. Côté température, le mercure affichera 23 degrés à Benkourou, 25 à Abidjan, 27 degrés à Diaké, 25 à Bondoukou, 24 degrés à Boaké, 25 à Bouna, Bundiali, Daloa, Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et à Giglo, 25 à Korogo, 23 degrés à Mont, 24 à Odiene, 25 degrés à San Pedro, Sassandra, 23 à Soubré, 25 degrés à Tabou, 23 à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 24 à Yamoussoukro. L'après-midi connaîtra en milieu ou en fin de période des orages et des averses de pluie dans les régions du nord, de l'ouest et du centre. Au sud du pays, on observera en fin de période des orages isolés et de la pluie, notamment dans le sud forestier et à un degré moindre sur le littoral. À l'est du pays, le temps sera ensoleillé. Côté variable, nous pourrons observer 35 degrés à Bengourou, 33 à Abidjan à Diaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 à Boaké, 36 degrés à Bouna, 37 à Bundiali, 35 degrés à Daloa, 37 à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 36 à Giglo, 37 degrés à Korogo, 35 à Mont, 37 degrés à Odiene, 32 à San Pedro et Sassandra, 35 degrés à Soubré, 32 à Tabou, 34 degrés à Tiasalé, 36 à Touba et enfin 35 à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis, excellente journée et merci de votre fidélité à ce point météorologique.
Bonjour à tous. Le Sénat a ouvert ce mardi sa session ordinaire 2021. Les travaux ont été présidés par le président de l'institution. Cette session a été l'occasion pour Jano Aoussou Kouadio de dresser le plan d'action et les défis à relever par la deuxième chambre du Parlement. Il a également lancé un appel à l'union et à la cohésion des Ivoiriens. Après 8 mois passés hors du pays pour des raisons de santé, Jano Aoussou Kouadio reprend officiellement son fauteuil à la tête de la Chambre haute du Parlement à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire. Un mot d'ordre de grève avait été annoncé pour ce mercredi 14 avril 2021 dans le secteur des établissements scolaires privés. Après des discussions avec le ministère de tutelle, les responsables des établissements scolaires ont décidé de suspendre le mot d'ordre de fermeture de leurs établissements. Jean-Marc Djadji. La conférence des directeurs d'établissements scolaires, privés, laïcs et confessionnels de Côte d'Ivoire s'est exprimée sur son projet de grève lancé lors de son point presse du 31 mars dernier. Après une nouvelle appréciation de la situation, elle décide. Considérant la décision du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de rencontrer les présidents des associations le lundi 19 avril 2021, la conférence décide, premièrement, la suspension du mot d'ordre de fermeture des établissements scolaires privés en attendant l'issue des négociations avec les ministres de tutelle. Invite les fondateurs à rester mobilisés et à l'écoute de la conférence des présidents des associations de fondateurs d'établissements scolaires privés laïque et confessionnelle de Côte d'Ivoire. Encourage Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à poursuivre ses efforts en vue de la pérennisation du dialogue ainsi instauré et la résolution de tous les problèmes structurels de notre secteur d'activité. Fait à Abidjan, le 13 avril 2021. Les écoles privées de Côte d'Ivoire réclament, entre autres, le paiement intégral des subventions inscrites sur le budget 2020 et sur les décisions financières de l'année scolaire 2019-2020. Plus de 2000 nouveaux cas de Covid enregistrés la semaine écoulée. C'est ce qui ressort du point sanitaire et sécuritaire relatif à la pandémie. Les populations sont donc invitées à se faire vacciner. Au niveau sécuritaire, l'appel reste celui de la vigilance. La pandémie étant encore bien présente. Evelyne Yoboué, Franck Kouadio. Daloa, San Pedro, Yamsokro, Korogo, Boaké, Ema. L'intérieur du pays désormais concerné par le programme de vaccination contre la Covid après l'ouverture des points de vaccination sur l'ensemble du district d'Abidjan. Nouvelle encourageante, surtout qu'on note une évolution au niveau des cas de vaccination, plus de 256,67% de 9 660, on passe à 34 455 personnes vaccinées. Pour être immunisé, 2 doses du vaccin AstraZeneca sont nécessaires. En dehors des anciens malades de Covid-19 qui doivent attendre 6 mois après la maladie pour faire l'unique dose nécessaire pour leur protection. Pour ceux qui ont déjà fait la première dose, ils doivent faire la deuxième au moins 1 mois après ou au plus tard 3 mois. Précision utile, 2 doses uniquement pour ceux qui n'ont jamais fait la maladie ou jamais été contaminés par celle-ci. Concernant ce point sanitaire de la quinzaine du 29 mars au 11 avril, il est annoncé 2026 nouveaux cas sur 46 144 tests réalisés, mais au total, il y a 45 206 cas diagnostiqués et 314 cas actifs. Ces données montrent une diminution d'environ 30% du nombre de nouveaux cas de Covid-19 ainsi qu'une baisse significative du taux de positivité, une hausse du nombre de décès de Covid-19 notifiés de plus de 50%. Il est passé de 17 à 26. Cela malgré le taux stable de la létalité toujours en dessous de 1%. Ces données montrent également que le nombre de cas actifs a considérablement baissé à plus de 92,54%. Au plan sécuritaire, le porte-parole de la police nationale n'a pas dérogé à la règle. Ainsi, il me plaît, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de constater avec vous
la légère mais constante tendance du taux de nouveaux cas à la baisse qui emporte l'observation par nos concitoyens de mesures barrières en vigueur et la prise de conscience certaine de la gravité de cette pandémie qui occasionne chaque jour de nombreuses pertes en vie humaine, tant ici que partout dans le monde. En clair, la Covid circule au niveau communautaire. Le ministère de la Santé rappelle l'importance aujourd'hui de se faire vacciner. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Merci à Régis Kofi. Bonjour Renaud. Bonjour Oswald. Alors, le Sénat a effectué sa rentrée solennelle hier. Oui, c'était la rentrée des classes hier pour les 99 sénateurs de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Cette reprise s'est faite à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, sous la présidence du premier responsable de l'institution, du Premier ministre Patrick Achi, de plusieurs membres du gouvernement, aussi de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. À ce sujet, le matin lance à sa une de ce jour qu'à l'occasion de cette rentrée solennelle du Sénat, Aoussou Kouadio Jano a signé son grand retour. Rentrée du Sénat, donc, vous l'avez dit à l'instant, Aoussou Jano invite les Ivoiriens à s'unir autour de la mère patrie. Au cours de la rentrée de l'institution qu'il dirige hier, le président du Sénat a abordé plusieurs sujets relatifs à la vie de la nation concernant les attaques terroristes qui ont visé récemment les localités de Kafolo et de Teini. Le président du Sénat a indiqué qu'elles doivent interpeller tous les Ivoiriens et favoriser la culture de la paix, de la justice et du pardon entre eux et aussi faire naître un sursaut national. Et le président du Sénat exprime sa gratitude à ses collaborateurs. Tout à fait. À l'occasion de la reprise des activités de l'institution, son président, qui avait été éloigné pendant de longs mois de la Côte d'Ivoire pour raison de santé, a tenu à remercier tous les sénateurs pour le soutien pendant cette période de maladie. Selon l'intelligent d'Abidjan, Aoussou Kouadio Jano a indiqué à ce sujet que c'est grâce aux prières des sénateurs qu'il a recouvré la santé. Et un autre sujet, donc, retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pourquoi ça traîne? L'expression répond à cette question dans son numéro de ce mercredi 14 avril 2021. Le confrère, dans le papier qu'il consacre au sujet, explique pourquoi, depuis l'acquittement définitif de l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo donc n'est plus très chaud pour entrer au pays. Découvrez dans l'expression de ce jour les raisons qui, selon lui, justifient cette attitude de Laurent Gbagbo, alors que les autorités ivoiriennes ont donné leur accord pour son retour en Côte d'Ivoire. Et on en parle toujours, retour de Laurent Gbagbo. Nous dit-on, sa place sur la scène politique, après son retour en Côte d'Ivoire, il doit bien la reprendre. C'est ce qu'indique Goli Obou Joseph, à en croire ce monsieur qui est le chef de terre de Mama, village natal de Laurent Gbagbo. Il est impensable qu'à son retour en Côte d'Ivoire, après son acquittement définitif par la Cour pénale internationale, l'ex-chef d'État s'éloigne de la sphère politique. Selon monsieur Obou, donc, c'est la politique qui a conduit Laurent Gbagbo à la CPI. Donc, s'il en revient blanchi de toute charge, eh bien, c'est à la politique qu'il doit retourner. Célébration du 75e anniversaire du PDCI, Henri Konan Bédié fait des révélations qui le compromettent. C'est ce qu'indique le patriote en barrant à sa une. 75 ans du PDCI, ivoirité, malgouvernance, violence. Bédié avoue ses crimes. À en croire le confrère, lors de cette cérémonie qui s'est tenue le samedi dernier au siège de son parti, le président du PDCI-RDA, dans ses propos, a avoué son échec à la tête de l'État ivoirien pendant sa présidence entre 1993 et 1999. Et on change encore de sujet. Situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Les djihadistes changent de mode opératoire. C'est ce que révèle Soir Info suite à l'explosion qu'il y a eu à Kafolo le lundi dernier, portant à 2 le nombre d'incidents de ce genre après la première explosion qu'il y avait eu dans la même ville le 1er avril 2021. Et face à cette situation, Soir Info indique que les ennemis de la Côte d'Ivoire ont changé de mode opératoire, optant pour une formule qui leur évite désormais d'entrer en contact avec les forces armées ivoiriennes qui, il faut le dire, les ont mis en déroute à chaque attaque. Plus de précisions dans Soir Info. Et l'on termine avec cette triste nouvelle. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire sera inhumé demain.
Oui, c'est ce jeudi 15 avril 2021 que le guide religieux qui est décédé hier au premier jour du jeûne musulman à l'âge de 77 ans sera porté en terre. Et suite au décès du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, COSIM, une rumeur a annoncé qu'il était décédé de la Covid-19. Eh bien, en réaction à cette information, le COSIM a produit un communiqué dans lequel il indique que son premier responsable est décédé d'une insuffisance cardiaque dont il souffrait depuis de longues années et non de la Covid, comme tente à le faire croire cette information qui s'est vite répandue sur la toile. Ce que nous allons dire à la suite de Renaud, c'est bien sûr toutes nos condoléances à toute la Côte d'Ivoire. Oui, à toute la Côte d'Ivoire. Certes, à la communauté, à la belle et grande communauté musulmane qui a commencé ce mois de jeûne. Et voilà cette nouvelle qui tombe. Mais comme on dit, Allah a donné, Allah a repris. Il faut avoir la force pour avancer, qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Merci, Anjoal. Renaud, on va vous retrouver demain donc pour encore parcourir nos différents journaux et vous inviter à bien sûr converger vers les kiosques à journaux pour en acheter. La suite donc, avec quelques informations à vous donner. Nous sommes aujourd'hui mercredi 14 avril déjà. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui ont un an de plus. Aujourd'hui donc, nous sommes le 104e jour de l'année. Il nous en reste quand même assez et c'est jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, nous célébrons aujourd'hui les Maxime, voilà. Si vous avez des personnes qui se prénomment Maxime, tout simplement, bonne fête Maxime, voilà, parce qu'aujourd'hui, on célèbre les Maximes. Et pour les prénoms du jour, nous allons dans un magnifique pays de l'Afrique du Nord, donc, qui a pour devise par le peuple et pour le peuple. Nous sommes en Algérie aujourd'hui et nous saluons toute la belle communauté algérienne qui vit en Côte d'Ivoire et on voyage en même temps à travers toutes ces belles villes d'Alger. On a Oran, on a Sétif, on a même Alger aussi. Pourquoi pas. Si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler Aziza, qui veut dire aimer. Et si vous avez un garçon, vous pouvez l'appeler Amar, qui veut dire le bâtisseur. Pour le proverbe du jour, aimons naître, aimons vivre, aimons mourir, le néant n'existe pas. À méditer là-dessus tout au long de cette journée. Pour la suite, à partir de 7 heures donc dans cette émission, nous allons échanger avec nos différents invités. D'abord, l'invité actu, savoir comment freiner le gaspillage. On l'a dit à l'entame de cette émission, eh bien, éviter certains comportements, que ce soit même à la maison, que ce soit au bureau, voilà, ou même partout où nous sommes, il faudrait éviter le gaspillage. Vous aurez ici les conséquences du gaspillage. Ensuite, ce sera du coaching pour vous aujourd'hui, car nous sommes mercredi. Donc, la confiance en soi en business, dans les affaires. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi d'abord et ensuite, comment la matérialiser lorsque nous avons envie de faire les affaires ou même est-ce qu'il faudrait aller les yeux fermés pour faire son business. Et nous terminerons avec un sujet d'actualité, nos enfants et la drogue. Il faut être regardant sur ce sujet, sur les comportements de nos enfants, sur les habitudes, sur les attitudes et surtout sur les fréquentations de nos enfants. On parlera de tout ceci en compagnie du coach Frédéric Zabidjo. Ce sera avant la fin de cette émission. Voici pour la suite du programme avec la permission de la réalisation. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour le deuxième point de l'actualité. À tout de suite. Bonjour à tous. Il avait promis au Bénin à ses électeurs une victoire à KO dès le premier tour dans un scrutin où il faisait face à des candidats de l'opposition quasiment inconnus. Le président sortant, Patrice Talon, a sans surprise été réélu avec un peu plus de 86% des voix selon les résultats provisoires annoncés hier soir par la commission électorale du Bénin. Au Tchad, pas encore de résultat de la présidentielle du 11 avril dernier. Cependant, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont conclu à un scrutin calme et apaisé, tout en reconnaissant quelques manquements. Les deux organisations ont tenu un point presse conjoint hier, au cours duquel elles ont félicité le gouvernement. En France, hier mardi, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les vols entre le Brésil et la France
en raison d'inquiétudes autour du variant brésilien du Covid-19. La situation sanitaire n'a cessé de s'aggraver au Brésil depuis février en raison de l'émergence d'un variant local du virus appelé P1, considéré comme plus contagieux et plus mortel, mais encore très minoritaire en France. Réaction. Toute personne qui veut du Brésil venir en France doit présenter un test négatif à l'embarquement, un test négatif à l'arrivée et une période de 10 jours d'isolement. Il est donc parfaitement inexact de dire que nous serions restés sans agir. Cependant, nous constatons, mais oui, ne dites pas non, c'est la vérité, nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. En Italie, ils sont lassés des mesures anti-Covid. Les commerçants et les restaurateurs de Rome manifestent sur une place de la capitale italienne. Les indicateurs épidémiques repartent à la hausse en Italie, qui avait pourtant allégé les restrictions fin février. Le pays a dépassé la barre des 100 000 morts du Covid-19. C'est le pays européen le plus touché. En Islande, les visiteurs affluent toujours pour voir désormais 4 sources de lave coulées de la spectaculaire éruption volcanique qui a débuté il y a plus de 3 semaines. Cela après l'ouverture de 3 nouvelles fissures la semaine dernière. Le président russe Vladimir Poutine est en visite dans la ville méridionale d'Ingels, sur les rives de la Volga, sur le site de l'atterrissage de Yuri Gagarin, après le premier vol dans l'espace à réaliser le 12 avril 1961, où un mémorial a été édifié. Il y a 60 ans, pour rappel, le 12 avril 1961, Yuri Gagarin rentrait dans l'histoire en devenant le premier homme à se rendre dans l'espace. Aujourd'hui, il est toujours considéré comme un héros national et le symbole de la domination soviétique dans la conquête spatiale. Il s'agissait de la 2e nuit consécutive de protestation dans la ville du Minnesota après que Dottie Wright, 20 ans, a été abattu par la police alors qu'il conduisait avec sa petite amie. Minneapolis a donc connu sa 2e soirée de manifestation malgré l'entrée en vigueur d'un couvre-feu visant à empêcher l'embrasement de cette ville du nord des États-Unis en plein procès du meurtre de George Floyd. Et puis du football, le Paris Saint-Germain s'est qualifié en demi-finale de la Ligue européenne des champions, durant laquelle il affrontera Manchester City ou le Borussia Dortmund le 27 ou le 28 avril prochain. Puis le 4 ou le 5 mai, le PSG est passé malgré une défaite 1-0 à domicile face au Bayern Munich hier en quart de finale de la Ligue européenne des champions. 3-2 pour Paris au match aller victorieux, 2-0 à l'aller. Chelsea s'est également qualifié pour les demi-finales de la compétition malgré sa défaite contre le FC Porto, 1-0. Voilà, c'est tout pour ce 7h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et merci à Régis Kofi d'avoir respecté le code, voilà, le gilet pour vous dire qu'il est quand même avec ses gilets, même au bureau. Merci beaucoup Régis. Merci. Et puis excellente journée. Merci à vous également, allez. Excellente journée. Merci. Matin bonheur sur RTI 1, c'est comme ça, du lundi au vendredi de 6h25 à 8h. On débat sur des sujets bien sûr très importants et celui-là, il a l'air de paraître très anodin et pourtant, Madame Amine Doumbia est avec nous, elle est directrice exécutive de la Banque alimentaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien. Et chez vous? Ah oui, ça va super bien. Okay. On est content de vous avoir pour évoquer ce sujet. Comment freiner le gaspillage alimentaire? Vous allez nous dire un peu pour situer le contexte. Qu'est-ce qu'on devait comprendre par gaspillage alimentaire? OK. Alors, il faut déjà définir ce que c'est que le gaspillage alimentaire. Allons-y. Et partant de là, on verra comment freiner ce gaspillage alimentaire. Je vous suis. Alors, le gaspillage alimentaire correspond à la perte ou à la dégradation de la nourriture qui est destinée à la consommation humaine. Oui. Alors, elle s'opère tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, c'est-à-dire de la production
jusqu'à la consommation, en passant par la transformation, le transport, le stockage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre le gaspillage alimentaire et les déchets alimentaires. Parce que souvent, on se pose la question, à quel moment on parle réellement du gaspillage alimentaire? Oui. Alors, les déchets font référence plutôt aux produits alimentaires qui ne sont plus comestibles, donc qui méritent d'aller à la poubelle. Donc, vous prenez, entre autres, les épluchures, par exemple, de fruits et de légumes, oui, les coquilles d'œufs, ou encore les os, eux, qui méritent d'aller à la poubelle. Okay. Alors, comment freiner, pour revenir à votre question, comment freiner le gaspillage alimentaire? Comme je l'avais dit tantôt, il y a différents points névralgiques au niveau du gaspillage alimentaire. Donc, au niveau de la transformation, du transport, de la consommation. Et donc, il faut proposer des mesures correctives. Déjà, sensibiliser nos populations. Nous savons qu'aujourd'hui, que l'éducation est un puissant levier pour le changement de comportement. Alors, il faut pouvoir déjà, à travers différents programmes dans nos écoles, à travers, par exemple, des échanges entre amis, il faut pouvoir sensibiliser sur l'importance de l'adoption des gestes anti-gaspillage alimentaire. Voilà. On en viendra tout à l'heure aux différentes solutions pour nous permettre bien d'éviter ce phénomène-là que nous avons dans notre quotidien. D'aucuns pourraient se demander à la maison, c'est vrai que vous parlez de transformation, de transport, de production et tout, mais qui gaspille concrètement? Alors, quand on parle de transport, on fait allusion à qui? Quand on parle de production, on fait allusion à qui? Jusqu'à ce que ça arrive chez nous à la maison. Alors, au niveau de la production, on fait allusion aux producteurs. Donc, les producteurs, ça sera au niveau de la production. Au niveau aussi, je dis, de la gestion des stocks. On va parler de gaspillage au niveau de la transformation. Là, on met en exergue l'implication des industriels. Oui. Et au niveau de la consommation, c'est le consommateur final. C'est vous, c'est moi. Oui. Voilà, voilà. Donc, okay. Alors, c'est vrai qu'on parle de gaspillage aujourd'hui, on va aller chez nous à la maison. C'est ça. avant peut-être de revenir avec les producteurs et même les transporteurs et tous les industriels, allons-y dans nos ménages. Comment est-ce que nous gaspillons la nourriture dans nos ménages? Qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les habitudes mauvaises que nous avons? Alors, vous l'avez si bien dit, nous avons de mauvaises habitudes quand même à la maison, parce que il arrive que souvent nous nous servons dans notre assiette au-delà de nos capacités donc, de consommation. Jusqu'à là, on va jusqu'à là? Oui, mais oui, je dis ça arrive à tout le monde. Souvent on se sert à la maison à table et on ne finit pas notre repas. Oui. Ça se retrouve après dans la poubelle. On a les yeux plus énormes que le ventre. Que le ventre, merci pour l'expression. Et aussi, il y a une mauvaise conservation au niveau des produits, par exemple. Nous savons tous que quand vous prenez les produits frais, il y a des prescriptions en matière de température qui sont estampillés sur les emballages. Et souvent, ce n'est pas très souvent respecté au niveau du consommateur. Donc, il y a une mauvaise conservation des produits. Il y a une mauvaise gestion aussi de stock. Souvent, on achète au supermarché sans faire une liste de courses, par exemple, à la maison. Et quand ça arrive à la maison, il y a un mauvais rangement de ces produits-là dans nos placards. On ne met pas la priorité aux produits à DLC courte. Souvent, les produits sont organisés pêle et mêle dans le placard, et ce qui fait que souvent on oublie un produit au fond du placard et un mois plus tard, on se souvient qu'il y avait par exemple une petite boîte de conserve qu'on avait achetée il y a un mois et tout. Alors, voici quelques petites habitudes alimentaires que nous avons, mais quelques gestes que nous avons qui sont à la base du gaspillage alimentaire. Et si on reste chez nous à la maison de manière terre à terre, comment est-ce qu'on pourrait faire nos courses, par exemple, ou bien nos emplettes, pour ne pas faire de gaspillage? Alors, c'est tout simple. Vous faites une liste de courses avant d'aller faire vos courses. C'est tout simple. Je sais que je dois faire des courses la semaine prochaine ou bien le week-end prochain. Je fais une liste de courses en fonction de mes besoins, donc en fonction des besoins du ménage. Je range aussi mes produits, comme je l'ai dit tantôt, en fonction des DLC. C'est tout simple. Priorité aux DLC courtes. Donc, en termes d'utilisation des produits, j'utilise les produits à DLC courtes en priorité et après, j'utilise les produits à DLC longues. Je dois aussi régulièrement nettoyer mon frigo. Voilà, parce que souvent, il y a des petites bactéries qui sont à la base de la dégradation des produits frais
surtout au niveau des légumes ou des légumineuses, il y a souvent de ces bactéries-là qui sont à la base de la destruction de ces produits-là dans nos frigos. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de nettoyer souvent nos frigos, c'est de faire souvent un inventaire de nos stocks pour voir ce qu'on a en stock. Avant même d'aller faire des courses, avant même de dresser la liste de courses, il faudrait qu'on puisse savoir ce qu'on a réellement dans nos stocks à la maison. C'est tout un processus que nous devons, tout un procédé que nous devons avoir à la maison. Oui, je dirais plus que c'est plus l'adoption et le changement de comportement. Voilà, c'est plus le changement de comportement. On doit se dire que nos actes ont des impacts. Voilà, les actes que nous posons ont des impacts. Le fait d'avoir des surplus alimentaires qui partent à la poubelle, ça pourrait avoir un impact. Et il faudrait qu'on sache que nous sommes aussi des acteurs. Souvent, on a l'impression qu'on est très souvent loin du gaspillage alimentaire, d'autant plus que les impacts ne sont pas observables. Donc souvent, on se dit, comme on n'est pas si près de ces fléaux-là, on pose des actes vraiment qui ne sont pas responsables. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir poser des actes éco-responsables, donc qui engagent notre responsabilité, c'est d'être plus responsable dans nos gestes au quotidien à la maison. J'imagine que les mamans qui passent le temps à crier sur les images sont très concentrées sur l'émission d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais ajouter même peut-être dans vos exemples, des boîtes de conserve qu'on ouvre, on en prend juste la partie au-dessus et puis on laisse comme ça. Ah oui, c'est ça. Et après, quand on vient à cette moisissure là. C'est ça. Ou des plats qui sont entamés. Oui. Et on peut les mettre dans des bols, par exemple, les remettre au réfrigérateur et le lendemain réutiliser pour faire d'autres recettes, par exemple. Oui. Et ce sont des petits gestes au quotidien qu'il faudrait avoir pour lutter contre le gaspillage. Voilà. Vous avez parlé d'impact. On va en venir aux conséquences. Quelqu'un à la maison pourrait dire, moi, c'est vrai que j'ai gaspillé la nourriture, mais c'est ma nourriture, c'est moi qui ai acheté. Donc, quelles conséquences cela pourrait avoir? Alors, la première conséquence, c'est au niveau des ressources. Donc, c'est gaspillage de ressources. Il faut savoir que la production alimentaire nécessite l'utilisation de ressources, notamment les ressources en eau, l'engrais et aussi le sol aussi qui est très souvent utilisé pour la production. Alors, lorsque nous gaspillons de la nourriture, c'était comme si nous gaspillions nos ressources naturelles. C'était comme si nous contribuions à la perte de la biodiversité. Donc, on a l'impression qu'on est loin, mais l'acte que je pose a un impact sur les ressources. Aujourd'hui, vous avez près de 38%, je vais dire, de gaz à effet de serre qui est produit à cause du gaspillage alimentaire. Voilà. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Quand même. Voilà. Et un autre point, il y a un impact au niveau de la pollution. Donc, de l'environnement. Oui. Voilà, de l'environnement, donc il y a la pollution. Entre gestion des déchets, entre production, transformation, transport, il y a une émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Surtout que chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne fait pas de répartition entre les déchets. Tout est justement, vraiment... donc entre la gestion des déchets même et la transformation, la production même du produit, il y a une émission de gaz à effet de serre qui détruit notre environnement. Et qui dit destruction de l'environnement, dit réchauffement climatique. Voilà, réchauffement climatique. Et le troisième impact, c'est l'impact économique. Pour revenir à votre question, vous avez posé une question tout à l'heure, vous avez dit comment le ménage, comment il peut se sentir concerné par le gaspillage alimentaire. Moi, je suis à la maison, je décide d'allouer 50 000 de budget pour mes courses mensuelles. Et les 50 000, à la fin, je ne consomme que 50% des courses. Donc, je gaspille la moitié. Lorsque je gaspille la nourriture, c'était comme si je gaspillais de l'argent. Cet argent-là pourrait servir à faire un autre investissement, par exemple dans le logement, dans l'éducation, dans la santé. Dans les factures. Donc, voilà, dans les factures. Donc, gaspiller la nourriture, c'est gaspiller de l'argent. Et aussi, il y a un impact au niveau social. Plus on a du gaspillage, moins on aura des disponibilités alimentaires. Et moins on a des disponibilités alimentaires, on va assister à une augmentation des prix de marché. Alors, s'il y a une augmentation des prix de marché, ce qui va suivre, c'est que vous aurez une partie de la population qui ne serait pas à même de se procurer de la nourriture alimentaire à cause de la cherté des produits. Donc, cette partie de la population va tomber systématiquement dans la précarité alimentaire. Qui dit précarité alimentaire dit malnutrition. Et il y a une corrélation entre la malnutrition et la santé. Il y a une corrélation entre la malnutrition et l'éducation. Et donc, c'est toute une chaîne. Voilà. Franchement, voilà, c'est toute une chaîne. Voilà, c'est toute une chaîne. Et donc, il est important de pouvoir maîtriser ce gâchis alimentaire en amont.
Vous avez évoqué toutes ces conséquences. Est-ce que c'est valable aussi pour ces entreprises qui font le gaspillage? Si on part jusqu'à la production aussi, c'est valable pour tout le monde? Bien sûr. Bien sûr, c'est valable, c'est valable. Ça a un impact sur l'environnement quand on produit. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la production. Bien sûr. Lorsque nous produisons, nous utilisons de l'énergie. Lorsque nous transformons, nous utilisons de l'énergie. Et lorsque nous transportons, il y a une émission de gaz à effet de serre. Donc c'est valable pour tous ces acteurs économiques, tous ces acteurs de la chaîne de valeur alimentaire. On va rester un peu sur le transport parce que souvent nous voyons dans nos rues, dans nos villes et tout, ces engins de transport-là, on va dire quoi, de patates, de bananes, d'ignames, de tout ce qu'on veut, et bien souvent ça verse. Ça aussi c'est le gaspillage. C'est du gaspillage, oui, c'est du gaspillage. Et partant de la définition, on a dit c'est la perte ou la dégradation sur toute la chaîne de valeur alimentaire. Donc, une fois que vous êtes sur la production ou sur le point du transport ou de la transformation ou de la consommation, c'est du gaspillage alimentaire. Souvent, on a l'impression que c'est souvent au niveau de la consommation qu'on parle souvent du gaspillage alimentaire. Non, non, c'est pas ça. Le gaspillage alimentaire est opéré tout au long de la chaîne de valeur alimentaire. Donc, perdre de la nourriture pendant que nous transportons ces denrées-là, c'est du gaspillage alimentaire. Et salissante aussi pour nos rues, bien sûr, nos routes. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est le lieu d'interpeller tout un chacun sur cet état de fait. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que le gaspillage alimentaire est une thématique qui doit être prise en compte par nos décideurs, par les acteurs de la chaîne de valeur alimentaire, par toute la population. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser. Et là, aujourd'hui, je suis contente que vous nous permettez aujourd'hui d'être sur ce plateau, d'autant plus qu'à travers cette émission, on sensibilise. Les médias ont un rôle à jouer à travers des reportages, à travers des spots, qui sensibiliseront toute la population. Et ça, c'est ensemble, en harmonisant nos efforts, en croisant nos réflexions, que nous pourrons y arriver. Et c'est aussi avec la participation de votre étincelante présence dans nos studios. Merci beaucoup, c'est déjà fini. Voilà. Ah, c'est fini. Ben oui. On a en quelques minutes parlé du gaspillage alimentaire. Vous avez entendu, ce n'est pas loin de nous, c'est juste à côté. Bien sûr. Et nous contribuons à vraiment nous imposer ces conséquences très graves. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci. On reviendra certainement sur ce sujet très important pour encore sensibiliser nos différentes populations. Merci. Merci. Madame Amine Doubian, on rappelle qu'elle est directrice exécutive de la Banque alimentaire. Allez, on parlera coaching. On va donc poursuivre avec Monsieur Serge Koukounian. Docteur, on va aller directement donc en votre compagnie pour évoquer aujourd'hui l'impact de la confiance en soi en business. Tout à fait. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Super bien. C'est important de faire la liaison entre ces deux, la confiance en soi, le business? Effectivement, c'est très, très important. La confiance en soi est l'une des composantes essentielles si on veut parler de business. Il n'y a pas que le fait de faire du chiffre, mais la confiance devient un moteur. Et laissez-moi tout de même signaler deux points d'impact de la confiance en matière de business. Le premier point d'impact, c'est qu'on l'a déjà défini sur ce plateau, la confiance en soi est la capacité, la reconnaissance de notre capacité à faire les choses. Donc l'état d'être d'une personne qui se sent capable de. Et si on veut parler de business, si on veut entrer en business, on veut se lancer dans le domaine des affaires pour générer de l'argent, tout cela, on aura tendance à faire les choses en fonction de la conscience qu'on a de qui on est. La conscience qu'on a de la capacité que nous avons à faire les choses. Donc cette conscience-là va influencer la façon dont nous allons faire les choses. Deuxièmement, quand on parle de business, on parle d'interaction avec les autres. Bien sûr. On parle d'entrer en relation avec les clients, les partenaires. Mais si un entrepreneur ou une personne intéressée par le business n'inspire pas confiance, on aura du mal à lui faire confiance. Et qui parle de confiance, qui parle aussi de transactions. Parce qu'on ne donne pas de l'argent à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. C'est clair. Alors qu'il est difficile d'inspirer confiance si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous. Alors, docteur, on va aller pas à pas, avant même d'entrer dans ce lien entre la confiance en soi et le business. On va d'abord un peu s'arrêter sur la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est? On va peut-être revenir sur quelques mots. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi et surtout comment développer cette confiance en soi? Alors, la confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'état d'être. L'état d'être. D'une personne qui se sent capable de. Donc, une personne qui reconnaît sa capacité à agir, sa capacité à
prendre des initiatives, sa capacité à mener à bien un projet, sa capacité à aller au bout de ce qu'elle commence, sa capacité tout simplement à entreprendre. OK. Maintenant, on a fait le lien entre la confiance en soi et le business. À quel degré, dites-nous, cela est indispensable, la confiance en soi dans le business? Je dirais que c'est indispensable à un degré très élevé dans la mesure où, pour tout ce qu'on veut entreprendre, que ce soit dans un secteur ou dans un autre, on a besoin de passer à l'action, bien évidemment. Et passer à l'action demande une certaine impulsion. Cette impulsion-là, on va dire, oui, elle prend appui sur notre motivation, mais on peut avoir une motivation sans pour autant oser dépasser les premières idées ou le premier enthousiasme qui est là. La plupart des gens qui veulent se lancer en activité ou en business ont des idées, ont de très belles idées. Oui. Ah oui, ça peut marcher. Mais bon, très peu osent franchir le cap de la simple idée pour commencer à la matérialiser. Donc, la confiance devient indispensable parce qu'au-delà d'avoir l'idée, la confiance va nous aider à franchir le cap. Donc, ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau va consister dans le maintien de l'activité qu'on lance. Parce que maintenir cette activité va demander de faire du chiffre, et faire du chiffre va demander d'aller vers les clients. Je pense qu'on aura le temps d'en parler plus en détail. Et le troisième niveau, c'est l'expansion de ce qu'on fait. L'expansion de ce qu'on fait, parce que quand on démarre une activité, on peut rester au même niveau, rester dans sa zone de confort, ou alors avoir suffisamment confiance pour explorer de nouveaux horizons. Alors, question simple. Avant de poursuivre, question très simple. Est-ce qu'avoir confiance en soi suffit à réussir pour réussir plutôt son business? Avoir confiance en soi est important pour réussir son business, mais ça ne suffit pas parce que la confiance ne va pas remplacer la compétence. Ah, merci pour cette précision. La confiance ne remplacera pas la compétence. Bien évidemment, pour réussir en business, il faut comprendre les besoins de son marché, il faut être à même de satisfaire au mieux ou de la meilleure manière les attentes de ses clients. Et vous voyez, cette capacité que nous avons à comprendre et à satisfaire les besoins des clients ne peut pas être substituée par la confiance. C'est un peu comme quelqu'un qui dit « Ah, j'ai confiance en moi, je peux conduire, mais tu n'as aucune compétence dans la conduite. » Donc, on te met au volant de la voiture, oui, ta confiance ne va pas faire démarrer le véhicule. Donc, la confiance, c'est bien, ça aide, ça booste même, ça aide à passer à l'action, ça aide à démontrer les compétences qu'on a, ça aide à satisfaire le client, à aller au contact du client, mais ça ne remplace pas les compétences de base permettant de réussir en business. Voilà. Une autre question très simple aussi, qu'on m'envoie là maintenant, qui ne chamboule pas mon questionnaire, mais quand même qui est un rajout. Avoir confiance en soi, il faut avoir certaines aptitudes. Hein. On se dit peut-être, je suis allé à l'école, j'ai bien cette capacité intellectuelle qui fait que j'ai confiance en moi. Et si on a cette personne qui n'est pas allée à l'école et qui n'a pas cette capacité, qui pourrait lui donner cette confiance en soi, est-ce que cette personne peut forcément réussir en affaires? Qu'est-ce qui va être décisif là pour que cette personne puisse réussir? Déjà, vous avez mentionné le fait d'être allé à l'école. C'est important, mais ce n'est pas indispensable pour avoir confiance en soi. C'est un fait parmi... Voilà, effectivement. Comme je l'ai dit, on peut très bien ne pas être allé à l'école. Et il y a de nombreux exemples de personnes qui ne sont pas allées très loin à l'école, mais qui bâtissent des structures, des entreprises qui tiennent la route et qui influencent positivement l'économie de notre pays. Donc, les exemples sont légion. Seulement, il faut reconnaître que cela peut représenter un handicap. Le fait de ne pas être allé à l'école, ça peut créer un certain complexe, une certaine gêne, mais ce n'est pas l'élément clé. Donc, la confiance ne va pas seulement s'appuyer sur le fait qu'on ait les compétences intellectuelles ou qu'on ait le background nécessaire, qu'on ait les diplômes. Parce que vous remarquerez qu'il y a bien des gens qui ont des diplômes, qui sont instruits dans un certain domaine, mais qui ne sortent pas des sentiers battus, qui ont du mal à lancer ne serait-ce que la plus petite entreprise, qui ont du mal à mettre en œuvre le plus petit business qui leur vient à l'esprit. Et ça, leur diplôme ne les aide pas dans ce sens-là. Donc, vous verrez que la compétence ne va pas s'appuyer seulement sur cela, mais sur la reconnaissance de nos habiletés à mener à bien le projet qu'on a en tête, à aller vers les autres, à dépasser cette gêne que pourrait représenter le fait d'entrer dans l'univers de l'autre pour lui proposer ce qu'on sait faire. Vous avez aussi évoqué le fait de faire des affaires, c'est être en relation avec les autres. Voilà, il faut être sociable aussi quelque part. Quels sont les facteurs à prendre en compte pour établir la confiance entre quelqu'un susceptible d'être notre associé, par exemple? Vous voyez, quand on entre en interaction avec les autres, il y a comme un jeu qui intervient où celui qui a le plus confiance prend l'ascendant. Oui. Il domine la relation. Oui. Et vous voyez,
une personne qui vient vers une autre personne qui est tétanisée par la peur d'être rejetée, cette personne-là aura tendance à se sous-évaluer, aura tendance à dévaluer même la valeur de ce qu'elle propose. C'est d'ailleurs pourquoi vous verrez des gens qui vendent des produits et services, qui arrivent voir des partenaires ou des clients, et dès que ce client-là émet une petite objection sur le produit proposé, eux-mêmes, ils sont prêts à rabaisser le prix de leur produit. Oui. Ils sont prêts à casser le prix et ils n'insistent pas, ils ne vont pas plus loin que la simple objection du client, parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en leur capacité. Ou peut-être parce qu'ils ont seulement besoin, là, à l'instant T, d'argent. Oui, c'est possible. Oui. C'est possible, parce que, bien évidemment, la faim peut conduire quelqu'un à faire ce genre de choses. Mais vous voyez que si on entre en relation avec les gens, que soi-même, on a peur d'être rejeté, la relation, on sera en déséquilibre dans cette relation-là, on sera défavorisé dans cette relation, que ce soit un partenaire, que ce soit un client ou autre intervenant dans notre activité. Donc, le premier travail à faire, c'est de surmonter sa peur du rejet. La peur du rejet. Oui, surmonter sa peur du rejet, la peur qu'on nous dise non. Parce que le non fait mal d'une manière ou d'une autre. Entendre non fait mal et on n'est pas toujours à l'aise avec le refus. C'est d'ailleurs pourquoi vous verrez des gens qui ont la possibilité de résoudre des problèmes là où on en a besoin, mais qui ne disent pas un mot. Parce qu'ils se disent, ah, si je parle, on va me dire non. Ça me rappelle l'histoire d'une dame. Allons-y. Qui avait commencé à vendre des produits vivriers, donc à faire la livraison de produits vivriers à domicile. Et un jour, je la contacte pour savoir comment va son activité. Elle me dit, ah, coach, bon, j'ai lancé l'activité, on est là. J'ai dit, mais tu en es où? Et elle me dit, bon, je suis en train de faire des créas pour mettre sur les réseaux sociaux. La question que je lui pose, c'est de savoir, tu habites dans quel quartier? Elle dit, non, je suis dans un immeuble quelque part à Cocody. Okay. Est-ce que tes voisines savent que tu fais ce que tu es en train de faire? Et tu es en train de me parler de faire des créas. Je dis, bon, les voisines ne savent pas encore, mais bon, je me dis que je peux faire sur Facebook. Souvent, les gens veulent se servir des réseaux sociaux pour cacher leur gêne à aller vers les autres. Parce qu'on se dit, bon, c'est derrière un écran. Si on me dit non là, bon, c'est pas trop direct. Alors qu'autour de nous, il y a des gens qui ont vraiment besoin de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut apporter. Et cette peur du rejet-là nous empêche d'aller vers eux pour proposer nos services. On va évoquer un autre aspect, le facteur risque. On sait que quand on va faire des affaires, eh bien, il y a cet élément-là qu'il ne faut pas omettre. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, la prise de risque va-t-elle avec la confiance en soi? Vous verrez que prendre des risques, c'est quelque chose... Déjà, même le simple fait de se lever pour venir à cette émission, c'est un risque que vous prenez. OK. Parce que... Vous ne savez pas ce qui pourrait vous arriver, c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair. Voilà. Donc, c'est pareil avec le business seulement. On peut prendre des risques calculés. Quand on fait des activités, on entreprend. Des risques calculés. Des risques calculés parce qu'on a pris le temps d'étudier le secteur, de connaître les tenants et les aboutissants. On minimise les risques. Et à ce sujet-là, il y a une chose sur laquelle je veux attirer l'attention. C'est que la plupart des gens qui ont une idée, qui sont enthousiasmés par cette idée et qui finissent par commettre les plus grosses erreurs, ce sont des gens qui, non seulement après avoir eu l'idée, ont décidé de rassembler toutes leurs économies et les ont jetées ou les ont injectées dans cette idée ou dans cette potentielle, dans cet investissement-là qu'on leur a présenté, qui paraissait juteux. On ne mesure pas la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. C'est clair. Non. Donc, on ne va pas prendre toutes ces économies pour mettre dans une activité. Et puis, bon, quelqu'un va dire, mais et si ça ne marche pas? Oui, mais et si ça ne marche pas, justement, tu fais comment pour te relever? C'est pourquoi je parlais de risque calculé. Donc, on teste le secteur, on commence l'activité avec le peu qu'on a et au fur et à mesure, on voit comment améliorer. Donc, la prise de risque, elle est inhérente à l'activité qu'on fait, au business qu'on fait, parce que quelque part, on se met un peu en danger, mais on se met en danger de manière intelligente, de manière réfléchie. Oui. Là, vous parlez de risque calculé, donc. Alors, la confiance en soi en affaires, on l'a dit, c'est primordial. Donc, on pourrait aller avec cette confiance en soi-là pour, bien sûr, agrandir bien son business. Pourquoi pas? Alors, est-ce qu'il est possible d'énumérer quelques points de l'impact de la confiance en soi sur notre business? Il y a trois grands niveaux d'impact. Le premier niveau d'impact, c'est déjà dans le démarrage de l'activité. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, de nombreuses personnes ont des idées, elles ont envie de faire des choses,
elles vont se dire que si je fais ça, ça peut marcher. Si je lance cette activité-là, ça peut me rapporter de l'argent, tout ça. Mais elles auront du mal à démarrer effectivement. Vous verrez des gens qui vont participer à tous les séminaires où on parle d'entrepreneuriat. Oui. Qui vont lire, acheter tous les livres qui parlent de comment démarrer un business à partir de zéro. Vos livres, hein? Les livres n'en parlent pas. Ils ne parlent pas encore de comment... Oui. Mais ils achèteront tous les livres qui vont parler de comment gérer un business, comment faire des millions avec un business, etc. Ils vont lire peut-être les premières pages, mais ils ne passeront jamais à l'action. Donc la confiance déjà agit à ce niveau. Parce que si on a davantage confiance en nous et en ce qu'on veut faire, dans notre capacité à réaliser les choses, on passe rapidement de l'idée à l'exécution de cette idée-là. Le deuxième niveau d'impact, c'est dans le maintien de l'activité. Et là, je mets l'accent sur le fait qu'une activité se maintient parce qu'on génère de l'argent. Quelqu'un qui dit qu'il démarre un business et qui ne fait pas d'argent, c'est juste une ONG ou bien une association qu'il vient de créer. Ce n'est pas un business. On a un business pour générer de l'argent. Oui. Mais pour générer de l'argent, il faut faire des ventes. Et on ne peut pas vendre si on est tétanisé par la peur d'être rejeté. Et c'est d'ailleurs pourquoi avoir confiance nous permet d'aller vers les autres, de nous ouvrir, de négocier au mieux, de ne pas rabaisser la valeur de nos produits et services. Il y a des gens, par exemple, justement, vous avez mentionné que est-ce que ce n'est pas le besoin immédiat d'argent, d'avoir de l'argent qui fait que les gens sont prêts à négocier au rabais eux-mêmes leurs propres produits. Justement, quand on a suffisamment confiance en ce qu'on fait, en la qualité de son produit, on ne va pas donner un prix ou on ne va pas le vendre à un prix qui n'est pas sa valeur réelle. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau? Et le troisième point, c'est au niveau de l'expansion de notre activité. Pendant de nombreuses années, vous verrez des gens en train de faire la même chose, au même endroit, à servir le même nombre de clients, dans une sorte de sécurité. C'est ce secteur-là que moi je connais. C'est les gens qui sont là que moi je peux servir. Parce que quand tu leur proposes, mais bon, il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes, mais tu peux toucher, tu peux étendre. Ah, mon cher, attends, je vais rester là, c'est ici là qui est bien pour moi. Oui. Et en fait, on se contente de ce qu'on a. Ça cache une insuffisance de confiance pour aller au-delà parce qu'on ne veut pas quitter le connu. On ne quitte pas ce qu'on sait déjà, on maîtrise déjà, on se dit que c'est se mettre en danger que d'aller au-delà. Alors que quand on a suffisamment confiance, naturellement, on peut aller explorer, étendre ce qu'on fait comme activité, professionnaliser, aller à un autre niveau. Alors, rapidement, avant de terminer avec vous, Dr Serge Koukouignon, que devons-nous retenir aujourd'hui lorsqu'on parle de confiance en soi et de business? Alors, ce qu'on doit retenir lorsqu'on parle de confiance en soi et de business, c'est que la confiance devient un élément indispensable puisque la confiance va impulser le mouvement. La confiance va nous permettre d'aller au-delà de ce à quoi on s'attend ou de ce à quoi on est habitué. Et puis la confiance va permettre de catapulter nos ventes. Elle va permettre de générer davantage de chiffres. Elle va nous faire aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, d'oser. Elle va nous permettre d'oser, gagner plus, gagner du terrain, gagner en importance. Et puis, bien évidemment, quand on gagne en importance en business, on gagne davantage d'argent. Dr Serge Koukouignon, merci. Merci à vous. Excellente journée donc. La confiance en soi primordiale pour faire du business. Vous avez ici eu tous les éléments qui nous permettent de faire le lien entre la confiance en soi et nos affaires. Allez, dernier virage avec notre invité, le docteur Frédéric Zabidjo. Il est psychothérapeute. Aujourd'hui, un sujet qui fait aussi l'actualité parce qu'on en parle dans nos différentes écoles et tout avec ce que nous constatons, nos enfants et la drogue. Bonjour. Bonjour. Docteur, vous allez bien? Dieu fait grâce, tout va bien, merci. Alors, nos enfants et la drogue, il est important de parler de ce sujet. Plus qu'important de parler de ce sujet, parce que la société ivoirienne actuellement est en train d'être déstructurée par la drogue. Oui. On n'a pas l'air de s'en rendre compte, on n'a pas l'air de mesurer les enjeux de la question, mais je vous assure que la drogue est en train de faire des ravages terribles dans la jeunesse ivoirienne. Merci. C'est bon d'en parler. C'est bon d'en parler, histoire de planter le décor juste après ce jingle. Alors, docteur, on revient à vous. Qu'entend-on ici par drogue? Il faut dire que la drogue, c'est défini comme toute substance d'origine naturelle ou synthétique qui, une fois qu'il est ingurgité par l'organisme, agit sur le fonctionnement normal du système nerveux central à type d'action sur la vigilance, sur les sensations, sur le comportement avec les autres. Donc, tout produit qui peut être naturel, ça peut être des feuilles,
qui peut être synthétique. Ça peut être des poudres, ça peut être du liquide, ça peut être des comprimés, ça peut se présenter sous toute autre forme artificielle qu'on fabrique en usine, par exemple. Ça peut être, une fois que ça agit sur le système nerveux central et que ça modifie le comportement de l'homme, ses sensations, sa vigilance au niveau de vigilance, etc., c'est qualifié de drogue par l'OMS. Mais nos enfants sont concernés par quel type de drogue? Parce que si on doit parler de la drogue, on ira jusqu'aux drogues dures. Ils sont concernés par tous les types de drogues, mais en général, c'est par quoi ils commencent, c'est plutôt les drogues d'origine naturelle, c'est-à-dire le cannabis. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est que le cannabis, on y associe d'autres produits qui sont synthétiques. Du coup, un enfant peut croire qu'il consomme que le cannabis, et quand on lui fait un test, on peut le retrouver positif à des produits synthétiques, à la fois synthétiques et naturels. On peut le retrouver positif, par exemple, au cannabis, qui est un produit naturel, comme on peut le trouver positif à la cocaïne ou à l'héroïne. Parce que les dealers, ils savent que, par exemple, le cannabis ne crée pas une dépendance rapide. Donc, ils peuvent mélanger, ils peuvent liquéfier, par exemple, le cannabis, la cocaïne ou l'héroïne, et il fait tremper les feuilles de cannabis qu'on fait sécher ensuite, et puis après, ils peuvent couper et puis vendre ça aux enfants. Donc, les enfants peuvent croire qu'ils consomment juste le cannabis, mais en réalité, ils sont des polytoxicomanes. Bien sûr. Donc, à ces niveaux-là, je peux dire que les enfants sont concernés par tous les produits. Mais en l'occurrence, en général, c'est le cannabis. Et aujourd'hui, il y a des drogues nouvelles qui sont totalement inconnues des parents, que les enfants utilisent, qui sont présentées sous forme de liquide, par exemple. On a des sirops que les enfants utilisent aujourd'hui. Oui. Donc, tous les types de produits, y compris... Tout type de produits, donc. Ouais. Alors, dans l'élan de communication avec nos enfants, on essaie d'évoquer certains sujets. On s'attarde beaucoup sur le sexe, parce qu'on a envie de leur dire, voyez comment vous devez marcher avec telle ou telle personne, si vous prenez de l'âge et tout. Concernant la drogue, il faudrait aussi en parler. Comment l'expliquer à nos enfants? Comment parler de la drogue à nos enfants? Comment parler de la drogue à nos enfants? Déjà, il faut évaluer ce que l'enfant sait sur la drogue. Il faut lui demander ce qu'il en sait. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que plus de 50% des enfants, des jeunes qui ont 17 ans, ils ont déjà eu au moins un contact avec la drogue, quelque part, à l'école ou bien dans le quartier ou ailleurs. Les parents ne le savent pas. Donc, eux, ils pensent que leurs enfants sont des saints. Malheureusement, ils ne sont pas si sains que ça. Donc, il faut déjà commencer par évaluer le niveau de connaissance de l'enfant sur la drogue. Qu'est-ce que l'enfant en sait? Quand c'est fait de la bonne façon, je veux dire, l'enfant, il a besoin d'amis, il a besoin de coach à l'adolescence. Un coach, ce n'est pas quelqu'un qui juge et condamne. Ce n'est pas quelqu'un qui impose une façon de faire. C'est quelqu'un qui conduit. C'est quelqu'un qui aide une autre personne à évoluer. Donc, quand on est dans cette dynamique de coach, on fait parler l'enfant sans le juger. On ne le condamne pas tout de suite. Non, mais j'ai l'impression que tu consommes la drogue, c'est ceci, c'est cela. Que si on fait comme ça, il ne va rien dire. Donc, si on le met vraiment en confiance, on le met très à l'aise, on évalue ce qu'il sait de la drogue. On lui pose des questions sur la drogue. Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'ils en ont déjà parlé à l'école? S'ils en ont déjà parlé, qu'est-ce qu'il sait, par exemple, de la drogue elle-même? Qu'est-ce qu'il sait des risques que quelqu'un qui consomme la drogue court? Qu'est-ce qu'il sait de toutes les conséquences que peut induire la consommation de drogue au plan de la santé physique, au plan de la santé mentale, au plan du comportement, au plan des relations avec les autres, etc. Il faut déjà évaluer ce que l'enfant sait. Quand on a évalué ça, deuxièmement, on peut commencer à enrichir les connaissances de l'enfant sur le sujet avec des informations dont il ne disposerait pas. Parce que, je reviens là-dessus encore, ceux qui ne se mettent pas à jour, ce sont les parents. Sinon, les enfants, ils ont beaucoup de connaissances. Et ils savent beaucoup de choses. Ils savent beaucoup de choses aujourd'hui, qu'ils ont accès à Internet. Ils savent que tout se trouve sur Internet. Sauf qu'eux, ils sont dans une dynamique de plaisir. Donc, ils vont à fond dans la consommation des choses sans vraiment un peu de mesure. C'est ça la différence. Mais les parents, eux, ils ne se mettent pas à jour. Oui. Aujourd'hui, les modes de consommation des drogues ont changé. Aujourd'hui, les types de drogues même ont beaucoup évolué. Mais les parents sont dans les vieux clichés. La drogue qu'ils connaissent, c'est en général le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, et puis d'autres drogues dures qu'ils connaissent. Mais ils ne savent pas que les choses ont vraiment grandement évolué. Donc, il y a beaucoup de drogues qui se retrouvent chez eux à la maison, que leurs enfants consomment à leur insu, et ils ne savent pas. Et le mode d'administration même des drogues, c'est pas que ça a changé, mais il y a des modes d'administration plus
plus subtiles que les enfants utilisent, qui sont totalement ignorées des parents. Vous allez fouiller le sac d'un enfant, vous n'allez rien trouver dans son sac, alors qu'il a de la drogue, par exemple. Alors, docteur Frédéric Zabidjo, aujourd'hui dans cette émission, on a envie vraiment de cas pratiques et surtout de témoignages. Nous allons vous emmener en notre compagnie, bien sûr, avec les téléspectateurs, à la découverte de cette dame dont l'enfant est dépendant de la drogue. C'est avec Pascaline Kwame. On regarde ce témoignage de 3 minutes et quelques secondes et on revient. Je suis une commerçante. Je vis avec mon fils. Et un jour, j'ai constaté des changements chez lui. Par exemple, il peut fixer un endroit pendant longtemps sans parler. Et de plus en plus, il préférait rester seul dans son coin. Il préférait s'isoler. Il aimait beaucoup sortir et demandait tout le temps de l'argent. Et pendant cette période, j'ai constaté de nombreuses disparitions d'argent et d'objets dans la maison. Souvent, quand je faisais le compte, ça n'arrivait pas, je ne savais pas ce qui n'allait pas. Et il mangeait beaucoup. Je ne pensais pas que mon fils prenait de la drogue. Et un jour, j'ai découvert beaucoup de comprimés dans son sac, avec une odeur bizarre. Je me suis renseignée et le voisin m'a dit que c'était la drogue. Et que lui-même, il voyait avec des petits drogués du quartier. Alors, j'ai discuté avec lui. Parce que j'ai voulu comprendre. Et le supplier à arrêter, mais il est devenu violent. Il tremblait, a commencé à crier. Il est devenu agressif. Il a failli même me frapper. Et c'est là que j'ai compris que mon fils avait un sérieux problème et qu'il me fallait de l'aide. C'est donc ainsi qu'on m'a parlé d'une ONG qui s'occupe des drogués. Ça n'a pas été facile de le convaincre. Donc, là encore, j'ai dû faire appel à ses oncles. Et c'est après plusieurs négociations que mon fils a accepté de rencontrer les responsables de cette ONG. C'est après plusieurs séances de thérapie que j'ai appris que mon fils était dépendant de la drogue depuis 22 ans. J'ai eu le cœur brisé. J'ai fondu en larmes. Et je me rejetais la faute, tout en me disant que si j'étais plus regardant, mon fils n'allait pas tomber dans la drogue. Parce qu'en tant que commerçante de pain, je sors tôt le matin et je rentre tard le soir. J'avais vraiment mal de ce qu'est devenu mon fils à cause de moi. Et pourtant, je faisais tout pour qu'il ne manque de rien. Et ce sont ses amis de classe qui l'ont entraîné dans la drogue. Ils lui ont fait croire que s'il prenait la drogue, il allait devenir intelligent, il allait avoir de bonnes notes, il allait avoir son BPC. Même pendant ces séances, il a fui un jour de l'ONG. On l'a retrouvé dans un grand fumoir d'Abidjan. Il avait vendu ses habits. C'est la police même qui l'a ramené ce jour-là au centre. Ils nous ont appelés, puis on est venu le chercher pour... Et il m'a traité de tous les noms ce jour-là. Il m'a insulté. Il m'a traité de mère indigne. Mon fils m'a vraiment humilié ce jour. Contrairement à avant, voilà, il s'en sort. Et je sais que les jours à venir, mon fils ne sera plus dépendant de cette drogue. Voilà, nous sommes juste après ce témoignage qui nous laisse sans voix. Voilà, cette dame qui, le cœur meurtri, on l'a même entendu, son fils l'a traité de mère indigne parce que peut-être la faute lui reviendrait. Alors, moi j'ai une question juste après ce micro-trottoir et vous allez aussi dire ce que vous en pensez. Quelles sont les erreurs, si on peut les appeler ainsi, commises par les parents? Le témoignage de cette dame m'interpelle à plusieurs niveaux. Oui. Premièrement, ça montre les erreurs que les parents commettent avant l'entrée de leurs enfants dans la drogue, oui, au moment où les enfants sont dans la drogue et après, dans la prise en charge, dans le traitement de la drogue. Dites-nous tout. Vous savez, les parents que nous sommes, on est omnibulés par une chose. Comment subvenir aux besoins alimentaires de nos enfants? Comment leur donner à manger? Comment les protéger? Comment leur donner des soins? Quand je dis protéger, construire une maison pour eux, etc. Voici ce qui nous préoccupe et ce n'est pas mauvais, parce que ceux qui ne le font pas sont de vrais parents indignes. Mais il n'y a pas que ça dans la vie.
Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la nourriture. La nourriture n'est qu'une petite partie. Les soins de santé ne sont qu'une petite partie. La protection, la construction d'une maison, ce n'est qu'une toute petite partie. Quand les parents ont dépassé ces stades-là, ils envoient les enfants dans les lieux de culte, à l'église ou à la mosquée, pour établir des liens fermes avec Dieu. C'est très intéressant. Mais ils oublient une chose qui est essentielle. Ce qui est essentiel et qui détermine le comportement d'un être humain, a fortiori d'un adolescent, c'est ce qui se passe dans sa tête, dans ses émotions. Vous voyez, il y a un auteur qui est très important, qu'on appelle Bâle, qui dit qu'on entre dans la drogue par 3 portes. La douleur, la volupté et le chagrin. Quand vous regardez le chagrin, c'est une émotion. Quand vous regardez la volupté, c'est une émotion. Quand vous regardez la douleur, c'est à la fois une émotion et puis une sensation. Dans tous les cas, l'émotion est permanente. Or, l'émotion fait intervenir autre chose que les aliments que nous consommons. Les parents ne font pas attention à ça. Ils laissent les enfants, alors que ce dont les enfants ont besoin pour être épanouis, pour apprendre à dire non, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La drogue n'est qu'une petite porte sur le monde. On n'est pas obligé de dire oui à la drogue. De la même façon qu'on peut facilement dire oui à la drogue, c'est de cette même façon qu'on peut dire oui à la prostitution, c'est de cette même façon qu'on peut dire oui au vol, c'est de cette même façon qu'on peut dire oui au meurtre, on peut dire oui à devenir un enfant microbe, etc. Donc, ce qui est en jeu ici, c'est de faire de notre enfant quelqu'un qui puisse dire non, là où la tentation existe. Pour y arriver, il faut des parents présents. On ne peut pas le faire par délégation de pouvoir. On ne peut pas le faire par transmission par personne interposée. Non, on a besoin d'être là. Mais chacun de nous court à la recherche de l'argent. On laisse les enfants seuls. Mais je vous assure que ce que vous ne faites pas, quelqu'un le fait. Quelqu'un le fait à votre place. Et il le fait comment? Il le fait avec quoi? Là réside toute la question. Permettez-moi de vous interrompre et d'ajouter quelque chose. Vous parlez de présence. Mais nous sommes des parents présents, lorsqu'on donne bien toutes ces vertus, toutes ces valeurs à nos enfants et qu'il y a ces genres de dérives, qu'est-ce qui pourrait en être la cause? On va être très clair. Hein? Allons-y. La présence physique et matérielle, elle est très importante. Mais c'est surtout la présence affective. C'est de cela qu'il s'agit. Okay. On peut être dans la même pièce, partager le même temps avec les enfants, être sur son ordinateur toute la journée, on n'est pas présent avec l'enfant. Il s'agit de lui apprendre les valeurs, de lui dire voici comment on dit non, voici comment on apprend à ne pas faire telle chose. De parler avec lui, de l'écouter. De l'écouter, de prendre en compte ses façons de voir, ses façons d'agir, parce que de toute façon, c'est avec lui qu'on va agir. Je ne dédouane pas les enfants. Je ne dis pas qu'ils sont totalement exempts de tout reproche. Non, mais aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie de parler des enfants. Je veux parler des parents. Des parents. En parlant des parents, le rôle que nous avons à jouer, c'est un rôle d'abri. C'est-à-dire autorité, c'est-à-dire berger, c'est-à-dire repère, c'est-à-dire instructeur. Ces rôles-là, nous, on ne le joue pas la plupart du temps. Quand on est dans les conditions urbaines et périurbaines, la plupart des gens sont très focus sur leur travail. Ils sortent de la maison à 6 h du matin. Sur une journée de 24 heures, ils passent à peine 2 heures avec leur enfant. Et là, le problème qui se révèle, c'est que quand l'enfant a des besoins affectifs, je ne parle pas des besoins matériels, quand l'enfant a des besoins affectifs, il ne le trouve pas auprès des parents. L'enfant a reçu des blessures, surtout des blessures émotionnelles. Personne n'est là pour l'aider à soigner ses blessures. Il se réfugie donc dans la drogue. Et on est surpris. Je fais tout pour mon enfant, il va dans les meilleures écoles, j'achète tout pour lui. Malheureusement, l'extérieur a pu l'emmener dans la drogue. Mais si l'extérieur a pu l'emmener dans la drogue, ça veut dire que vous avez manqué quelque part. Comment vous êtes arrangé et puis l'extérieur arrive à avoir une influence trop grande sur votre enfant alors que vous êtes là? Alors, docteur, c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la fin de cette émission. Tout comme la dame, eh bien, elle découvre que son fils se prend la drogue depuis 22 ans. Alors, je découvre que mon enfant prend de la drogue depuis toutes ces années. Quelle attitude avoir? Parce qu'on ne sait peut-être pas comment se comporter, qu'est-ce qu'il faudrait faire, on est un peu hébété et tout. Qu'est-ce que je fais? Première chose, avant d'arriver à ce qu'il faut faire, il faut savoir que la consommation addictive de la drogue est une maladie chronique du cerveau. C'est une maladie chronique. Il faut que les parents le sachent définitivement.
Parce qu'ils ont l'impression que la consommation de drogue, c'est juste un petit truc comme ça. Oui. Donc, on peut sortir de la drogue juste avec un conseil. Non, le conseil seul ne suffit pas. Vous allez beau pleurer auprès de votre enfant, ça ne va pas l'amener à arrêter. Parce que une fois qu'il est rentré dans la consommation de la drogue de façon addictive, cela affecte négativement son cerveau. Les cellules du cerveau, en général, sont en nombre bien limité. Et quand c'est lésé, c'est irréversible en général. Donc, la consommation de drogue induit des problèmes qui sont des maladies chroniques. La consommation addictive de drogue est une maladie chronique, comme le diabète. Ça veut dire qu'on peut juste stabiliser la personne, mais le risque de rechute est toujours présent. Donc, premièrement, il faut qu'on sorte des émotions d'abord. Non, mais j'ai fauté. Vous avez fauté, le résultat est là. On ne va pas s'attarder sur ça, la faute. Non, c'est déjà fini. L'enfant, il est déjà dans la drogue. Bon, donc il faut sortir des émotions. Il faut demander de l'aide spécialisée, de l'aide professionnelle. Je ne parle pas d'ONG où on a peut-être des anciens drogués qui n'ont pas forcément les habilités professionnelles qui sont requises pour la prise en charge de quelqu'un qui souffre d'une addiction à la drogue. Parce que c'est un véritable problème de santé. Donc, il faut demander de l'aide spécialisée. Et c'est vrai, les structures qui peuvent apporter cette aide spécialisée n'existent pas beaucoup sous nos tropiques ici, mais il faut demander et puis la voir. Il y a des adresses qui existent ici en Côte d'Ivoire. Et il faut aller vers ces structures spécialisées. Il faut ne pas jouer le rôle de juge auprès des enfants. C'est-à-dire celui qui est là juste pour condamner, qui fait les constats, qui condamne, qui juge, qui condamne. Et en général, les condamnations sont... Il n'y a pas de recours. C'est-à-dire que quand on a condamné, c'est fini, on dit, bon, lui là, c'est un drogué, il est perdu. Et on parle de ça à longueur de journée. Ce n'est pas le fait d'en parler à longueur de journée qui règle le problème. Ce n'est pas le fait de conserver, de récupérer ses portables, ses effets personnels qui va régler le problème. Ou l'enfermer dans la chambre. L'enfermer dans la chambre, lui interdire d'aller vers les autres. Ce n'est pas ça qui règle le problème. Vous allez lui interdire de sortir pendant 30 jours. Le 31e jour, vous le laissez. Il va aller vers où la drogue l'attire. Si jamais vous n'avez pas agi sur sa capacité à dire non. Donc, il faut qu'on sorte des solutions qui sont des raccourcis. Le raccourci, c'est quoi? Oh, je confie son portable parce que c'est avec le portable qu'il communique avec les gens, avec les dealers et ses amis qui fument la drogue. Oh, je l'enferme parce que c'est son ami, le voisin du quartier, qui l'emmène à faire ça. Ça, c'est des raccourcis. Vous n'allez pas fabriquer un individu qui est enfermé sur lui-même toute sa vie. Vous n'allez pas fabriquer un individu qui ne communique pas avec le monde extérieur. Il faut juste lui donner les armes pour affronter l'extérieur avec dignité, avec assurance, avec fermeté. Pouvoir dire non. Que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il faut que je le sache, que la drogue est là, on peut me l'offrir même, et puis je dis non, je ne consomme pas ça. Moi, je n'y touche pas. Et personne, aucun ami ne va prendre cette drogue-là pour la mettre forcément dans ma bouche. Ça, ce n'est pas possible. Il va me proposer, il va me convaincre. Mais si j'ai des valeurs solides, je peux peut-être essayer un jour, mais je vous assure que je vais ressortir de là. Parce que j'aurai la capacité à dire non. À dire non. Donc, quand on a découvert que l'enfant, il a ce problème-là, c'est de travailler sur sa capacité à dire non, à résister à la tentation, à dire non, non, non et non. Vous savez, il y a des choses qu'on construit sans nous en rendre compte. 30 secondes pour terminer. On fabrique des enfants à qui on tolère tout, et puis qu'on protège tellement, il ne faut pas qu'ils sortent, qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent là. Mais on oublie que c'est en se frottant aux autres qu'on apprend à s'aguerrir. Donc, s'il va vers l'extérieur, il faut qu'il ait des outils déjà avec lesquels il part de la maison. Et ça, c'est le rôle des parents de lui donner ces outils-là. Donc, les parents ici, ils ont un rôle plus que cardinal à jouer dans la vie de leur enfant. Merci beaucoup, Dr Frédéric Zabidjo. Vous pouvez continuer les réflexions chez vous à la maison parce que c'est un sujet aussi d'actualité. On est nombreux à donner une éducation à des enfants. Ce n'est pas du tout facile d'être parent. Il faut être regardant sur plusieurs aspects. Et cet aspect-là aussi nous interpelle. Merci à vous. Excellente journée. Merci infiniment. Voilà. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à Jacques Brou et à toutes les équipes qui ont travaillé sur Matin Bonheur de ce jour. Pour terminer, sachez que l'aumône purificatrice et bien du corps est le jeûne
bon jeûne à toute la belle communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à qui aussi on dit Yako pour ce décès tragique de Laïman Traoré. Allez, tout va bien. Bon mercredi, que Allah vous garde.